bienvenue. Pour ce numéro de Agripreneur, nous allons à la découverte d'une spéculation, que dis-je, une mine d'or au regard de ses nombreux avantages nutritionnels. Connue et conseillée dans la lutte contre les maladies cardiovasculaires, elle représente une importante source de revenus. Je parle bien sûr du mil, le millet, encore appelé le petit mil. Le mil, justement, on en trouve plusieurs types, les hybrides et celles dites variétés population. Un terme un peu ambigu, pas d'inquiétude. Nous avons de quoi permettre de dissiper les incompréhensions. Regardez. Nafagnon, une variété hybride de mil homologuée en 2019. Cette variété est à double usage et présente des avantages fort bien appréciables. La variété arrive à maturité tout en restant, les feuilles restent toujours vertes. Et le cycle aussi est court, 85 jours. Nafagnon, c'est le Nafagnon dont il s'agit, est déjà mature, vous pouvez récolter. Une autre particularité, par exemple, de Nafagnon que je n'ai pas dit, c'est qu'elle tale beaucoup, c'est une variété qui tale beaucoup. Et le système de talage, c'est un critère qui fait augmenter le rendement. Donc, vous voyez ici, là, nous avons démarré à un plan par poquet. En moyenne, nous pouvons avoir 5 à 6 tales par poquet. Donc, tout ça, c'est un critère de rendement. Donc, le potentiel de talage est vraiment très bon. Et aussi, quand on regarde les épis, voilà un épi ici. La tale, vous ne pouvez pas, si vous arrivez, vous ne pouvez pas faire la différence entre la tale principale et les tales secondaires. En plus du stress hydrique, Nafagnon est également tolérante au mildiou, la plus importante maladie du mil. Cette variété est tolérante au stress hydrique. Aussi, elle est aussi tolérante au mildiou, qui est une des contraintes majeures aussi pour le mil. Ça, c'est le mildiou. C'est le mildiou comme ça. Et vous voyez un aspect foliacé ici. Donc, c'est des feuilles qui sortent à la place des graines. Au lieu que ce soit des graines, c'est des feuilles qui sortent là-bas. À côté de Nafagnon, d'autres variétés. Des variétés population pour emprunter l'expression à la recherche. Notre curiosité nous amène à en savoir davantage sur les deux types de variétés hybrides et variétés population. La différence entre les variétés hybrides et les variétés population, quand vous regardez les variétés hybrides sont homogènes, uniformes. Quand vous arrivez au champ, vous allez voir que il y a une certaine homogénéité qui se dégage. Donc génétiquement, chaque individu est égal à un autre. Alors qu'au niveau des variétés population, comme on le dit, c'est des variétés à pollinisation libre. Donc, vous connaissez là où vous enlevez l'épi, mais vous ne savez pas la source, vous ne connaissez pas la source du pollen. Donc, c'est pourquoi on dit que c'est pollinisation libre. Ça voudrait dire que chaque individu est différent de l'autre individu. Alors que c'est les hybrides, quand vous arrivez, vous allez voir qu'il y a une certaine uniformité et chaque individu est égal à l'autre. Poussons encore notre curiosité. Y a-t-il une différence au niveau du rendement? Mieux, comment chacune des variétés réagit aux contraintes et pressions? Les variétés hybrides, leur base génétique est faible. Alors que les variétés population, la base génétique est grande. Donc ça fait que les variétés population résistent plus à la pression que les variétés hybrides. Une autre chose qu'il faut dire, je vous ai dit qu'ici nous avons autour de 2,5 à 2,8 tonnes. Alors que la variété hybride, nous avons 4 tonnes. C'est presque doublé au rendement de la variété population. La variété population, certes, produit moins, mais ça vous permet d'avoir quelque chose. Mais la variété hybride, ça produit beaucoup, mais si c'est sensible à une maladie, vous pouvez ne pas avoir quelque chose. Le choix de la variété revient au producteur qui doit faire un choix de raison en tenant compte de ses objectifs. Ce
qui puisse nous permettre d'avoir de bons rendements. Donc c'est pour ça que nous faisons en sorte que, puisqu'on sait que la base génétique est faible, la base génétique n'est pas large, donc on fait en sorte que tout ce que nous allons faire sortir comme une variété tienne compte des contraintes du moment. Si vous cultivez votre hybride en 2 hectares et que vous suivez la fiche technique et vous cultivez votre variété population et vous suivez la fiche technique également, vous allez voir que votre variété hybride battra nettement votre variété population. Car cela ne tienne, chacun y voit de ses moyens. Celui qui peut utiliser les variétés hybrides, il l'utilise. Celui qui veut utiliser les variétés population, il l'utilise. Ça voudrait dire que vous utilisez la variété population ou la variété hybride, vous allez avoir un rendement meilleur par rapport à nos variétés locales, parce que c'est à partir de ces variétés-là que nous avons amélioré ces nouvelles variétés. La recherche est évolutive, s'adaptant aux exigences du moment. Elle est aussi l'amélioration de l'existant, ce en prenant en compte les exigences des producteurs et des consommateurs finaux. Retour sur ce plateau de Agripreneur et j'ai le plaisir de recevoir pour vous Dr Armel Rwamba. Dr Rwamba est sélectionneur à l'INERA, l'Institut de l'environnement et de recherche agricole. Bonjour et bienvenue, docteur. Bonjour. Docteur, comment se porte le mil, la recherche sur le mil? Disons que le mil se porte bien, je peux m'exprimer ainsi, et la recherche sur le mil aussi se porte très bien. En témoigne le fait que nous avons des activités en toute saison. C'est-à-dire que nous avons des activités en saison sèche, mais aussi des activités en saison humide. Donc, l'activité sur la recherche du mil se porte très bien. Avant peut-être de continuer, si vous permettez bien sûr, nous allons en tout cas donner des éléments de précision sur des thèmes qui souvent prêtent à confusion. Il s'agit bien sûr de l'appellation exacte, l'appellation qui sied. Est-ce qu'on dit le mil, le millet ou le petit mil? Alors, il faut dire que le millet, ça c'est une expression anglaise. Donc le millet, les millets en anglais, c'est les millets, qui regroupent toutes les cultures. Vous avez le mil, le sorgho, vous avez le finger millet, vous avez le fonio. Donc, c'est un ensemble de cultures. Donc, c'est un terme générique. C'est un terme global qui, quand on dit les millets en anglais, c'est-à-dire que ça regroupe toutes ces cultures avec des petites graines, les sorgho y compris. Maintenant, alors, je crois que, par exemple, chez nous, on dit le petit mil. Le petit mil parce que, à mon avis, même le sorgho, quelque part, on l'appelle mil. Donc, pour faire la différence entre le sorgho et le mil, souvent les gens disent le petit mil. Sinon, c'est le mil tout court. C'est le mil tout court. Tout court. Et donc, le mil a grandi pour devenir mil tout court. Est-ce que vous pouvez nous faire l'état des lieux du mil, ou si vous voulez, du petit mil au Burkina Faso? Alors, il faut dire qu'actuellement, au Burkina Faso, la culture du mil, si vous repartez, il y a 5-6 ans de cela, après le sorgho, c'était le mil qui venait en deuxième position. Mais je crois que si on repart 2 ans, 3 ans en arrière, le mil se classe maintenant 3e, après le sorgho, le maïs. Donc, et cela est dû au fait qu'il y a un peu de contraintes dans sa production. Je n'ai pas besoin de vous dire quelles sont ces contraintes, mais les superficies ont diminué. Certes, les rendements aussi sont faibles, mais c'est dû au fait qu'il y a un certain nombre de contraintes qui font que les superficies sont Les contraintes, ce sont lesquelles? Oui, les contraintes, il faut dire que, j'ai déjà dit que les superficies ne sont pas, si vous repartez il y a 5-10 ans de cela, vous allez voir que globalement, quand on se réfère le ministère de l'Agriculture fait chaque année des enquêtes, des statistiques qui donnent en termes d'hectares emblavés, le rendement, la production. Si vous repartez il y a 10 ans de cela, en tout cas vous allez vous rendre compte que le mil avait environ ou plus d'1 million d'hectares. Mais
actuellement, on peut vérifier, sans être très convaincu, mais les superficies ont diminué. Et le deuxième aspect, c'est que les rendements aussi sont faibles. Et cette faiblesse du rendement est due au fait que la majeure partie des variétés utilisées, ce n'est pas des variétés homologuées. Alors, vous allez vous rendre compte. Ce sont des variétés peut-être qui sont dépassées. C'est des variétés locales. Et aussi, il y a aussi l'accessibilité de la semence améliorée. Et aussi, il y a plusieurs paramètres, plusieurs contraintes, comme nous avons parlé par exemple tantôt du mildiou, il y a aussi d'autres parasites comme les strigas. Et tout il y a ça, même le stress hydrique. Stress hydrique associé aux contraintes socio-économiques, tout ça. Vous savez qu'actuellement, pour cultiver, il y a non seulement les pluies qui sont erratiques, mais aussi, il faut que nous apportions une touche en ajoutant peut-être de la fumure organique, en ajoutant des engrais, chose qui n'est pas toujours facile pour nos parents, pour tout le monde, pour pouvoir avoir régulièrement de la fumure organique, des intrants, les facteurs de production. Des facteurs de production pour booster. Et voilà. Donc tout ça a contribué au fait que la production dans ces dernières années a diminué comparativement à un certain moment. Et vous êtes là justement pour prendre en compte les préoccupations. Vous avez parlé d'un élément très important, le rendement. Docteur, au niveau de la recherche, vous qui êtes chercheur sélectionneur, si on doit faire, j'allais dire, un listing, il existe combien de variétés homologuées en ce qui concerne le mil? Il faut dire que pour le mil, actuellement, nous avons autour de 9 variétés que nous produisons la semence de pré-base. Alors, sinon, il y en a plus, mais parce que quand vous avez une variété, vous avez besoin encore de créer de nouvelles variétés qui puissent être meilleures par rapport à celles qui existaient déjà. Donc des variétés plus performantes. Plus performantes que celles qui existent déjà. Que celles qui existaient déjà. Donc ça fait qu'actuellement, nous avons autour de 9 variétés qui sont utilisées actuellement. Dans les 9, il y a 8 qui sont des variétés population ou variétés à pollinisation libre et puis une variété hybride. Et justement, pour que ça soit clair pour tous ceux-là qui nous regardent, c'est quoi une variété, j'allais dire hybride, et une variété dite population, docteur? Alors, ce qu'il faut dire par rapport à la différence entre une variété hybride et une variété population, c'est que déjà, quand on parle de variété hybride, nous pouvons distinguer 3 types, ou disons 4 types. Alors, nous avons des variétés hybrides, des hybrides simples, nous avons des hybrides 3 voies, nous avons des hybrides doubles et nous avons des hybrides top cross. Mais pour ce qui nous concerne, c'est les variétés hybrides simples. Et la variété hybride simple, pour l'avoir ou pour qu'elle existe, nous avons besoin de 3 parents, 3 liens. Alors, il y a une lignée qu'on appelle lignée A. La lignée, c'est quoi? Parce que vous parlez en termes techniques, ce n'est pas évident parce que tout le monde nous suit, on a des étudiants, on a des parents depuis le village qui nous suivent. Il faut que ça soit clair pour tout le monde. En termes simples, docteur, pour qu'on puisse mieux vous comprendre. Oui. OK. Quand nous parlons de lignée, il faut dire que une lignée, c'est quand on prend, je parlais tantôt de 3. Quand on prend par exemple la lignée R ou la lignée B ou la lignée A, alors il y a un processus qui a été suivi d'autofécondation. Ça voudrait dire que quand vous prenez une population, vous allez voir que tous les individus ne sont pas pareils. Tous les individus sont différents les uns des autres. Alors, donc, il y a un processus qui permet d'autoféconder. On va autoféconder une première fois, on récolte l'épi, ensuite on remet, on autoféconde. Il y a un processus d'autofécondation jusqu'à ce que, quand on sème, on voit que tout est uniforme. Homogène. De la variété où, quand vous semez, vous voyez qu'il y en a qui sont en bas, il y en a qui sont en haut, il y en a qui sont grands, il y en a qui sont... Alors, donc, vous suivez ce processus,
de sélection en auto-fécondant jusqu'à ce que vous semez et vous vous rendez compte que tout est homogène. Et quand vous regardez, vous avez la possibilité de vérifier la pureté. Quand vous regardez, en regardant le gène, vous allez voir que tout est. Et ça, c'est au laboratoire que ça se fait. C'est au laboratoire qu'on peut vérifier. Mais physiquement, vous regardez, vous allez voir que toutes les plantes sont homogènes. Ça voudrait dire que si vous coupez une plante ici et une autre personne va par exemple de l'autre côté, il coupe une plante et que quelqu'un d'autre qui n'était pas par exemple ici prend les deux, c'est la même chose. On ne peut pas savoir si c'est ici que vous avez coupé ou c'est l'autre côté que vous avez coupé parce que tout est identique. Donc c'est ce que nous appelons lien pur. Et ce sont les hybrides? Non, ce ne sont pas les hybrides. Donc nous avons besoin de ces trois pour pouvoir avoir l'hybride. Donc je disais donc que nous avons trois liens. La lignée A qui est mâle stérile, ça voudrait dire que quand vous semez, il n'y a pas de pollen. La lignée B qui produit de pollen et le pollen est utilisé pour croiser sur la lignée A pour avoir les graines de A. Donc, si c'est stérile et qu'il n'y a pas de pollen, vous ne pouvez pas avoir de graines. Et la lignée R restaure la fertilité de la lignée A. Donc, la B permet de maintenir la semence de A. Okay. Et la R vient restaurer la fertilité de la lignée A qui est mâle stérile. Ça veut dire que ça ne produit pas de pollen. S'il n'y a pas de pollen et que vous semez, vous ne pouvez rien récolter. Voilà. Donc, c'est le croisement entre la lignée A et la lignée R qui donne notre variété hybride. Donc, si vous avez deux de ces liens, vous ne pouvez pas, à la longue, par exemple, si vous avez R et A, vous pouvez produire quelque temps. Mais dès que la semence de A finit, vous ne pouvez plus produire. Vous ne pouvez pas produire sur une longue durée. Vous ne pouvez pas produire sur une longue durée. Donc, vous avez besoin toujours des trois. La R qui va restaurer la fertilité de A et la B qui va permettre de maintenir la semence de A. Alors, donc, l'hybride, c'est R et puis A qui permet d'avoir la semence de l'hybride. Et la différence, c'est que vous avez déjà ça fait déjà une différence fondamentale avec la variété population. Donc, et quand vous semez au champ, vous allez voir que tous les individus, la floraison, ça sera synchronisé. Les épis, vous allez voir que tout est uniforme. Donc, chaque individu est égal à un autre. Par contre, la variété population est partie, on a dit une population. Quand on dit une population, il y en a qui vont se ressembler, il y en a qui ne se ressemblent pas. Et en fonction de notre besoin, il faut les signaler. Nous faisons la sélection pour qui? Pour les producteurs. Et pour créer la variété pour les producteurs, qu'est-ce que nous faisons? Nous rendons ces œufs, c'est-à-dire que nous avons des enquêtes préliminaires. C'est ce qu'on appelle généralement la recherche participative, oui, où on essaie de recueillir les préoccupations des producteurs, mais aussi des transformateurs et des consommateurs finaux, parce que le but, c'est que quand ça arrive dans nos assiettes, que ça puisse plaire. Oui, mais avant que ça arrive dans les assiettes, il faut que ça soit accepté par ceux qui produisent. Naturellement. Voilà, justement. Donc, ça fait que nous prenons en compte leurs contraintes. On échange avec eux. Quelles sont vos contraintes par rapport au mil? On va donner les contraintes. Et qu'est-ce que vous voulez? C'est pour ça, pour rebondir sur ce que vous avez dit. Nous avons une équipe de définition des profils de produits qui permet que le groupe, les chercheurs, les transformateurs, transformatrices, les socio-économistes, tout un ensemble les producteurs semenciers, les producteurs, et on nous dit ce qu'on veut que la variété ressemble, ce qu'on veut que la variété contienne, pour que dès que la variété est homologuée, que ça puisse être accepté par tout le monde. Ça ne sert à rien d'homologuer quelque chose qui n'est pas accepté par tout le monde. Donc, on peut partir d'une population en fonction des contraintes qui sont soulevées et on regarde, à partir de la population, il y a plusieurs types de création de la variété population. On peut déjà regarder pour voir ce qu'on veut que ça soit, si on veut que les épis soient longs. Donc, dans la population, il y a une diversité. Je vous ai dit tantôt que les pieds ne sont pas, chaque individu est différent de l'autre. Donc, on regarde, on sélectionne
en fonction des critères bien précis et on met au champ. Et La on deuxième observe. génération, on observe encore, on élimine ce qu'il faut éliminer, ainsi de suite, jusqu'à ce que ça soit uniforme, ça respecte et ça Prend en compte les ça prend en préoccupations. compte les préoccupations des producteurs et c'est une variété population. Et, docteur, on a compris, c'était assez long, mais utile. Et entre les variétés population et les variétés hybrides, en termes de rendement, quelle est la plus performante? Alors, il faut dire qu'en termes de rendement, les variétés hybrides, une variété hybride, le fait que ça soit des lignées pures et aussi les lignées pures avant de choisir par exemple la R, il faut d'abord déjà vérifier qu'il y a une complémentarité entre la R et la A. Docteur, Et ça, résumons, oui. entre une variété hybride et une variété population, laquelle est la plus, j'allais dire, en termes de rendement, laquelle est la plus performante? Donc, il faut dire que la variété hybride produit mieux que la variété population. Merci beaucoup, docteur. Nous allons évoluer cette fois-ci pour apporter des éléments d'éclaircissement par rapport à un thème qui revient beaucoup. C'est quoi une variété dite paysanne? Alors, il faut dire... En 2-3 mots. Oui, je vais juste... Résumé. Je pense que ça, c'est mon avis. Je pense qu'une variété dite population, nous créons des variétés homologuées. Mais avant ça, nos parents aussi avaient leurs variétés qu'ils utilisaient. Et c'est d'ailleurs même ces variétés locales ou dites paysannes que nous utilisons pour chercher la diversité. Vous ne pouvez pas créer une nouvelle variété s'il n'y a pas de la diversité. Et dans la diversité, on peut les retrouver dans les variétés que nos parents utilisaient depuis longtemps. Et je pense que quand on parle de variétés paysannes, ça doit être les variétés que nos parents utilisaient depuis longtemps. Et au fil du temps, vous savez qu'à la fin de la saison, avant la récolte, le papa ou le propriétaire du champ va d'abord rentrer, choisir les bons épis, choisir ce qui lui semble meilleur pour conserver pour la campagne prochaine. Et c'est ainsi que c'est récurrent et je pense que c'est ça qui pourrait être appelé comme une variété paysanne. Il faut aussi noter que souvent, ils vont prendre une variété améliorée parce que quand vous prenez une variété améliorée, normalement, il y a un certain temps où vous devez renouveler. Mais ils vont utiliser c'est pas toujours le cas. Voilà. On a compris sur cette question. Et, par contre, il y a une confusion aussi qui revient beaucoup. C'est entre une variété hybride et les organismes génétiquement modifiés, OGM. Est-ce qu'il y a une différence? Il y a une très grande différence. Les variétés hybrides, c'est naturel. Il n'y a pas d'apport extérieur. Il n'y a pas d'apport extérieur. Juste, nous avons orienté la pollinisation ou le croisement en choisissant un parent B ou disons un parent A qui est mâle stérile et un parent R qui restaure la fertilité. Donc, quand vous les semez, l'homme n'intervient pas, c'est de façon naturelle. Il n'y a pas d'apport extérieur. Il n'y a pas d'apport extérieur pour... Par contre, au niveau des OGM, là, il y a un apport en utilisant la biotechnologie. Les gens modifient le génome, par exemple, de la variété en question. Voilà. Donc, OGM, c'est un organisme, comme on le dit, c'est un organisme génétiquement modifié, alors que les hybrides, pour ce qui nous concerne, rien n'est modifié. Donc, si je vous comprends bien, lorsqu'on prend les hybrides, il n'y a pas d'apport extérieur. Par contre, pour ce qui concerne les organismes génétiquement modifiés, encore appelés OGM, il y a un apport extérieur. Oui. C'est bien compris. Merci, docteur Rwamba, pour toutes ces précisions. Nous allons évoluer cette fois-ci et pour parler des bienfaits du mil. On dit que le mil est bon pour le cœur. Ça permet de prévenir les maladies cardiovasculaires. Plus de détails? Oui, il faut dire que c'est pour ça d'ailleurs certains appellent le mil une culture miracle. Une culture miracle. Et j'ai discuté avec un papa qui me disait que est-ce que je sais que de par le passé, le mil, quand vous devez par exemple de l'or à quelqu'un et que vous n'avez pas de l'or, c'est de mil qu'il faut donner. Pour remplacer. Pour remplacer.
Et encore, pour encore appuyer. Oui, pour encore appuyer, il vous souviendra que l'année 2023 a été déclarée l'année des milles. Pourquoi? Tout ça, c'est compte tenu de l'apport considérable du mil en termes de santé et aussi en termes de résistance aux pressions parasitaires. Le mil peut pousser là où, par exemple, d'autres cultures ne peuvent pas pousser. C'est-à-dire que ça résiste aux pressions parasitaires. Alors, quand vous consommez le mil, ce que vous avez dit, c'est juste. Donc, le mil a des bienfaits sur la santé du cœur. Quand vous mangez le mil, ce qui est, par exemple, quand on parle de constipation, vous allez... Donc, quand on consomme le mil, on n'a pas de problème de constipation. Quand vous consommez le mil, vous allez voir que le problème d'anémie ne se pose pas. Ne se pose pas, parce que tout simplement, le mil est riche en fer et en zinc. Le mil aussi est riche en phosphore. C'est pour ça, d'ailleurs, vous allez vous rendre compte que dans la majeure partie des cas, on utilise le mil comme complément alimentaire, surtout les enfants, mais aussi les personnes âgées. Les personnes indigentes, on va le dire ici. Ainsi que les femmes enceintes. Donc, c'est toute cette richesse que le mil contient qui fait que le mil est utilisé en tout cas, comme complément alimentaire pour les enfants, pour les personnes âgées, mais aussi pour les femmes enceintes. Au regard de tout ce que vous venez de dire, on a l'impression, ou en tout cas c'est ce que se voit sur le terrain, pour ma petite expérience, c'est que le secteur, on ne peut pas parler aujourd'hui de la filière mil, le secteur n'est pas encore à ce niveau. Question pour vous, docteur, quels sont les défis majeurs du mil, la production du mil? Les défis majeurs de la production du mil, à mon avis, c'est déjà qu'il faut que le taux d'adoption est faible. Donc ça, c'est un défi. Alors, nous créons des variétés. Je vous ai parlé tantôt autour de 9. Si les variétés sont créées, ce n'est pas pour rester au niveau de la recherche, ce n'est pas pour rester... C'est pour que les producteurs puissent utiliser. Donc, un défi majeur que je vois, c'est l'adoption, le taux d'adoption des variétés améliorées qui reste toujours faible. Et qu'est-ce qu'il faut faire, docteur, très rapidement? Alors, je pense que ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que nous ayons plus de sensibilisation. Il faut qu'on sensibilise. Et c'est ce qu'on est en train de faire. C'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, pour permettre... Vous ne pouvez pas utiliser quelque chose si vous ne savez pas que ça existe. Donc, il faut une sensibilisation, mais aussi, il faut qu'on puisse avoir ces créneaux-là, les moyens de montrer qu'il y a quelque chose de nouveau qui existe, pour que les gens puissent apprécier et puissent venir à la recherche. C'est pour ça, d'ailleurs, que nous faisons des formations, nous faisons aussi des journées promotionnelles. Je vous ai parlé tantôt d'une équipe pluridisciplinaire. Nous nous réunissons pour voir qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il faut inclure dans la variété, mais aussi nous partons sur le terrain pour que les gens voient comment le mil se porte sur le terrain, et ça permet à tous ceux qui viennent de voir les nouvelles variétés, ça les permet de savoir qu'effectivement, il y a quelque chose qui est fait. Merci, docteur Rwamba. C'est vrai que vous faites des efforts, mais ce n'est pas suffisant, on va le dire ainsi. On va demander à tous les acteurs de se mettre ensemble, une synergie d'action pour pouvoir faire la promotion des nouvelles variétés de mil. C'est ainsi qu'on pourra, en tout cas, parvenir à l'autosuffisance alimentaire et nutritionnelle. Merci, docteur Rwamba, d'avoir accepté notre invitation. On espère vous recevoir très bientôt pour parler d'autres actualités sur le mil. Merci également à tous ceux-là qui nous ont suivis depuis. Merci également à vous qui nous avez suivis depuis chez vous. Merci pour votre fidélité renouvelée. Merci à toutes les équipes de réalisation, les équipes de Transcendance Communication et BF1 Télévision. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre numéro sur les questions agricoles. D'ici là, portez-vous bien.